neuropsychologue et docteur en neurosciences. Je suis spécialiste des troubles attentionnels et des troubles subjectifs-frontaux en règle générale. Je vais laisser la parole au docteur Christine Conti. Bonjour, je suis Christine Conti, je suis pédiatre. Vous entendez là, ça passe bien? Oui. Donc je suis pédiatre de ville et... Il faut le mettre assez près, c'est tout. Allô? Ouais. C'est bon, c'est que j'étais pas assez près. Donc je suis pédiatre de ville, médecin expert du réseau TAP, c'est un réseau du sud, enfin de toute l'île de France maintenant, qui s'occupe d'enfants ayant des troubles des apprentissages et qui initialement était en coordination avec le centre de référence du Kremlin-Bicêtre, qui est le centre de référence pour l'Essonne. On a juste, chacun se présentera au fur et à mesure, mais je voulais juste quand même vous présenter Mme Paris, qui est enseignant référent au niveau de la MDPH et qui nous fait la gentillesse d'être là avec nous ce soir et qui intervient au niveau de l'éducation nationale, qui peut être une ressource pour des groupes scolaires ou des enseignants qui ont des difficultés avec un enfant précoce et qui est responsable du dispositif pour enfants intellectuellement précoces au niveau du collège. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Nous, en ce qui concerne les enfants à haut potentiel, on entend beaucoup de noms. Donc je voulais juste reprendre un petit mot, une petite définition pour vous dire de quoi nous parlons. En 1920, il y a eu un premier terme, a été utilisé le terme de gifted. Alors je ne suis pas américaine, donc c'est bien prononcé, merci Guy. Traduction, ça veut dire surdoué, mais en fait ce terme n'est pas tout à fait bon parce que ces enfants n'ont pas forcément un don, ils ne sont pas forcément des enfants brillants, ni des enfants prodiges. Ensuite, on a utilisé le terme intellectuellement précoce, mais ce terme suppose une avance par rapport à leur tranche d'âge, un petit peu comme les courbes staturo-pondérales, par exemple. Or, le terme n'est pas tout à fait adéquat, puisque rien ne nous dit que ces enfants, que les autres enfants les rattraperont un jour. Donc, ce n'est pas une avance. Ensuite, actuellement, le terme le plus reconnu est le terme de haut potentiel. En effet, ces enfants ont le potentiel de réaliser un certain nombre d'activités que la plupart des autres enfants du même âge n'arrivent pas à accomplir. Mais rien ne dit que ce potentiel va se réaliser. Par exemple, vous pouvez avoir un moteur de voiture exceptionnel. C'est pas certain que cette voiture va très bien rouler si tous les autres facteurs autour, la carrosserie, les roues, etc., ne sont pas coordonnés avec eux, n'ont pas le même niveau. Donc le but de la conférence, comment les aider à développer ce potentiel. Donc le terme, la définition la plus communément reconnue pour parler des enfants à haut potentiel, c'est le fait qu'ils ont un quotient intellectuel supérieur à 130, 125, 130 selon les publications. Donc vous connaissez tous cette courbe de Gauss, ça nous dit donc qu'à peu près 2,3% de la population est dans ce cas de figure, ce qui représente à peu près une personne sur 40. Donc vous voyez déjà qu'il y en a énormément qui ne sont pas diagnostiqués. Pour faire ces tests de QI, nous avons à notre disposition plusieurs tests qui tous ne sont pas si satisfaisants que ça. Déjà, le test le plus fréquemment utilisé, c'est le test de l'échelle de Wechsler, le WISC-4, qui comprend 4 indices de raisonnement et plusieurs subtests dans chaque indice. Le QI global doit être
abandonnés. Car dans bon nombre de cas, ils ne reflètent pas les capacités de l'enfant, qui n'a pas toujours, et même fréquemment pas, les mêmes résultats dans les différents indices. Donc, globalement, on peut quand même accepter qu'il y ait au moins un indice supérieur ou égal à 130. Beaucoup des subtests de cette échelle de Wechsler étudient des critères qui sont surtout valorisés dans les apprentissages scolaires. Ce sont des vocabulaire, information, arithmétique. Donc, ils ne sont pas toujours le reflet de l'intelligence cristallisée, la capacité de raisonnement conceptuel de cet enfant. 4 subtests sont quand même essentiellement à regarder s'il y a des psychologues. Ce sont les tests du facteur G, qui sont similitude, cube, identification de concept et matrice. Or, je vous montrerai des exemples où, par exemple, certains enfants ont beaucoup de subtests chutés, mais ces subtests-là, et notamment similitude, sont exceptionnels, enfin, sont bien au-dessus de la moyenne. Dans ces cas-là, ces enfants ont probablement aussi une précocité qui est masquée. Donc, il faut en plus envisager l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence pratique. Donc, vous voyez qu'on est quand même très en... c'est pas que le QI global. Alors, par exemple, Howard Gardner a développé les théories d'intelligence multiple. Il y a probablement tout un groupe d'intelligences qui sont probablement individuelles, enfin qui ne sont pas liées entre elles. Par exemple, Mozart, il était très mauvais en français, en mathématiques. Donc, je laisse Gay Texier, qui est enseignante à l'école Time for School de Massy, qui est une école qui accueille les enfants précoces, puisque sa pédagogie est basée là-dessus, vous dire un petit mot de ces intelligences multiples. Bonsoir. L'intelligence multiple est un concept qui existe depuis 40 ans et ça vient de Harvard. C'est Howard Gardner qui était une de mes profs qui avait expliqué que l'intelligence ne peut pas être une chose qu'on peut mesurer seulement avec un test de QI, mais on a besoin des autres tests. Peut-être un test qui s'appelle EPOC, qui c'est un test pour tester la créativité. Parce que si on pense en haut, on avait de musique, on est de Mozart. Et Mozart, comme on avait dit, n'était peut-être pas très fort en français ou en maths, mais qu'est-ce que la vie peut faire sans ce génie? Il ne va pas accepté dans le système académique de quelqu'un qui est surdoué. Après, on avait l'intrapersonnel. L'intrapersonnel, c'est les gens qui regardent dans les dents. Ça veut dire les gens comme Sartre, qui sont des philosophes, qui demandent qui suis-je, c'est Socrate. Il n'est pas accepté aujourd'hui comme une enfant précoce parce qu'il ne tombait pas dans les créneaux de français maths. Après, on avait une autre. Juste dessus, ça s'appelle le spatial. Le spatial, c'est des jeunes gens ou des adultes qui sont des bricoleurs. Les bricoleurs, ça veut dire d'avoir la capacité de manipuler en 3D des idées. C'est des architectes, mais aussi des architectes pour les ordinateurs. C'est des gens qui ils ont une GPS dans eux-mêmes. Un bricoleur peut travailler pour NASA. C'est pas juste le bricoleur dans les garages, mais n'oublie pas Steve Jobs et tout le reste étaient bricoleurs aussi dans les garages. Donc après le spatial, quand on voit les choses en 3D, c'était l'interpersonnel. Ça, c'est pas reconnu dans notre société comme une pointe forte. L'interpersonnel, c'est la capacité de passer un message. Vous pouvez être un génie en maths, mais impossible de transmettre cette information à les autres enfants ou autres adultes. Un professeur tombait dans cette catégorie. Le politicien, ça tombait dans cette catégorie. Les gens qui peuvent passer un message. Après, un autre genre d'intelligence multiple, c'est qui n'est corporel. C'est les gens qui utilisaient le corps pour faire des choses magiques. Par exemple, Magic Johnson, Tiger Woods, c'est aussi le grand danseur, c'est aussi le grand comédien. C'est qu'ils utilisaient le corps pour une façon, pour
être le meilleur qu'il peut être. Ça, c'est pas reconnu dans notre système comme une façon pour être un enfant précoce, parce qu'on ne teste pas. Après, on est logique maths, ça c'est avec le domino. Évidemment, ça c'est les choses les plus simples d'identifier, parce que c'est sur les tests du WISC. Et le logique, c'est différent que le maths. Ça, c'est deux choses. Moi, je peux parler des heures et des heures sur l'intelligence multiple. Heureusement, ils ont une timing très précise. Ici, en haut, on avait l'image des fleurs. Ça, c'est des Darwin. Ça, c'est des gens qui font attention de la nature. C'est les gens qui sont super organisés, qui peuvent comportementaliser les choses. C'est les gens qui connaissent tous les noms des oiseaux et les sons des oiseaux. C'est des gens qui peuvent être paléontologistes à 8 ans. C'est ce genre d'enfants qui, non plus, ne sont pas reconnus dans le système traditionnel comme des enfants précoces. Et dernièrement, une qui est très facile de reconnaître, c'est le linguistique verbal. C'est les gens qui parlent une langue très bien, sans faute, Victor Hugo par exemple, ou les gens qui sont des polyglottes, ou les gens qui sont des traductrices. C'est tout qui est manipulé avec le mot. À ce moment, dans le monde presque entier, les deux intelligences qui sont reconnues facilement, c'est la linguistique et le maths. J'arrête avec ça. Time for School, l'école et collège pour les enfants précoces, reconnus les autres genres d'intelligence grâce aux nouveaux tests qui sont en train d'être inventés. Merci Guy. Du coup, pourquoi faut-il les identifier? Terrassier, qui est un psychologue qui est fondateur de l'ANPEP, disait « Un enfant repéré tôt est à moitié sauvé ». Alors, il ne faut pas exagérer, mais paradoxalement, 50% des enfants à haut potentiel ont des difficultés d'apprentissage et à peu près, alors les statistiques sont très différentes selon les études, globalement à peu près 40% seulement arrivent à Bac plus 2. Ce qui est un petit peu un constat assez anormal dans ce contexte de capacité cognitive supérieure à la moyenne. Voilà pourquoi c'est important de les identifier. C'est surtout pour leur permettre aussi pour que les enseignants et les éducateurs puissent mieux tenir compte de leurs besoins et de leurs particularités cognitives. C'est aussi important pour eux de mieux comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi parfois ils peuvent se sentir différents. Alors, bien évidemment, nombreux des enfants à haut potentiel, ce que disait Sandra tout à l'heure, vont très bien. Ils n'ont aucune difficulté, aussi bien affective, relationnelle que sociale ou que scolaire. Ce sont ceux qui sont décrits dans certaines études comme ayant un profil laminaire, c'est-à-dire une pensée, une personnalité, une scolarité assez classique et adaptée. Ils se sentent absolument pas différents des autres enfants et sont très bien dans leur peau. Il faut surtout nous montrer attentifs à ceux qui ont un profil complexe, avec des difficultés à épanouir leur potentialité. Terrassier parlait d'une précocité embarrassante. C'est un petit peu de ces enfants-là qu'on parle ce soir. Alors, ces enfants ont des particularités cognitives très spécifiques. Déjà, leur pensée est en arborescence. Leur pensée est en arborescence, c'est-à-dire qu'elles ont... Merci. C'est-à-dire que ces enfants-là, au niveau du cortex cérébral, on a 2 hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche qui est plutôt là pour faire une analyse, une décomposition de l'information de façon séquentielle. Information après information avec des réseaux neuronaux qui s'activent les uns après les autres. Et l'hémisphère droit qui est plutôt... le traitement de l'information est plutôt traité de manière globale et simultanée. Et c'est également le lieu de la gestion des émotions. Donc ces enfants-là, le cerveau gauche est plutôt logique, rationnel, et le cerveau droit émotionnel et plus visuel, plus intuitif aussi. Et donc ces enfants, activent les 2 hémisphères, mais préférentiellement l'hémisphère droit.
Parallèlement, ce fonctionnement cérébral, donc cette pensée en arborescence, c'est-à-dire que toutes les idées, une idée en entraîne une autre, qui en entraîne encore une autre, ça évoque un mot, qui en évoque un autre mot, et c'est très compliqué pour l'enfant d'arriver à canaliser sa pensée. Par exemple, un exemple d'un enfant à qui vous demandez qu'est-ce qu'un chat, voilà un petit peu le raisonnement. Il pense à son papy qui est décédé, et que peut-être que ça ferait plaisir à sa mamie d'avoir un chat, puis les chats c'est trop mignon, et puis j'écris avec mon stylo bille, pourquoi les billes, et voilà. Et donc ça part dans tous les sens. Ce qui fait qu'il n'y a pas de hiérarchie de pensée, un bouillonnement cérébral constant, et l'enfant doit faire d'énormes efforts pour ajuster sa pensée au but qu'on lui demande d'atteindre, par exemple, répondre à un exercice. Donc ils disent qu'ils doivent penser à réfléchir, et ce qui est très fatigant pour eux. Ça dépend d'autant plus qu'il y a les affects et les émotions environnantes, donc c'est assez difficile pour eux de se concentrer. Parallèlement, ils ont une mémoire de travail qui est... alors la mémoire de travail, c'est la capacité on vous donne une information, par exemple un numéro de téléphone, des chiffres qui se suivent, ou des informations mathématiques dans un problème, et c'est la capacité de garder quelques secondes en mémoire et de manipuler ces données pour arriver à une réponse. Donc elle est plus rapide, la capacité de stocker des informations est plus importante, et donc ils ont une mémoire de travail beaucoup plus performante que les autres. Ils ont aussi une imagination qui est assez débordante, cette imagination, leur univers interne est très riche et assez imagé. Je vous l'ai montré avec l'histoire du chat. Ça déclenche un besoin chez l'enfant quand même de s'évader régulièrement, d'autant qu'il fatigue et qu'il a tout le temps besoin, avec ce bouillonnement de pensée, de s'évader pour laisser vagabonder sa pensée fantasmatique, qui est débordante. Donc, ce sont des enfants qui ont une capacité créative qui est très importante. Ils ont par contre un énorme besoin de comprendre. Ils sont curieux, mais ce besoin de comprendre, il a besoin aussi de comprendre ce qu'il apprend et surtout pourquoi il l'apprend. Donc nos enseignants tout à l'heure vont nous dire comment faire, parce qu'un enfant, si vous ne lui expliquez pas pourquoi il doit apprendre ça, il ne l'apprendra pas. Ils sont en décalage affectif, on va en reparler tout de suite, et donc ça déclenche très vite voilà. Donc ce décalage affectif, ils ont fréquemment ce qu'on appelle une dysynchronie. Alors la dysynchronie, c'est Terrassi aussi qui l'avait décrit, lui entre autres. On a la dysynchronie interne, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de leur capacité de raisonnement, il y a souvent un grand décalage entre leur capacité verbale, par exemple, et leur capacité perceptive ou psychomotrice ou graphique. Nos psychomotriciennes vont en parler juste après. De plus, ils ont une hypersensibilité, une affectivité qui est très complexe. Et donc, quand ils ont beaucoup d'informations, ils n'ont pas toujours la possibilité d'intégrer sereinement leur questionnement existentiel. Ce sont des enfants qui très tôt se posent des questions sur la mort, sur la sexualité. Or, à 3 ans et demi, 4 ans, c'est très compliqué de leur donner des réponses. Et ça peut être source de grosses anxiétés. D'autant que Terrassier parlait aussi de l'effet loupe. Ce sont des enfants qui vont amplifier les réponses qu'on leur donne ou même les émotions qu'ils ressentent. De plus, ils ont une dysynchronie sociale, c'est-à-dire que par rapport à leurs camarades, ils ne sont pas toujours compris, ils ont souvent ils sont plus attirés par des discussions avec l'adulte, et ils ne sont pas toujours compris par leurs enseignants non plus. Donc ils sont toujours en décalage, et c'est ça qu'on appelle la dysynchronie. Du coup, cet enfant à haut potentiel peut essayer, pour se mettre en harmonie avec ses camarades, avec les demandes de l'enseignant, avec les attentes scolaires,
peut essayer, s'il souffre trop de ce décalage, d'essayer de satisfaire à la demande et donc de mettre à l'écart ses compétences propres et ses propres talents. Cette attitude ensuite peut se généraliser et envahir toutes leurs relations sociales. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion négatif. Les psychologues vont nous en parler juste après. Voilà, donc je vais laisser la parole... Ah oui, non, pardon. Je voulais vous parler également des troubles associés. Je les ai mis dans leur particularité cognitive. Ces enfants peuvent, comme tous les autres, avoir des troubles plus spécifiques des apprentissages, comme dyslexie, dysphasie, dyscalculie. La précocité intellectuelle, quand il y a un double diagnostic, on a beaucoup plus de difficultés à faire le diagnostic de chaque difficulté. Donc on peut ignorer soit une facette, soit la précocité et mettre le point que sur ses difficultés de lecture s'il est dyslexique, ou sur l'autre dire qu'il est précoce et puis ne pas voir qu'il a un trouble déficitaire de l'attention. Donc ça peut être très difficile et là aussi on peut avoir un effet Pygmalion négatif. J'ai pris juste l'exemple du TADA qui est quand même très particulier. L'enfant qui a haut potentiel mais qui a un trouble déficitaire de l'attention. Alors comment faire la part entre un vrai trouble déficitaire de l'attention, qui est un trouble, et le fait que ces enfants-là sont souvent dans la lune et ont quand même bougent beaucoup, ont du mal à se concentrer. En fait, leur trouble de l'attention, ils se retrouvent dans toutes les situations, aussi bien à la maison, dans leurs loisirs, qu'à l'école. Tandis que les précoces sont plutôt leur trouble d'attention essentiellement à l'école, puisque parfois ils s'ennuient. Donc, l'analyse psychométrique pourra permettre d'aider, de faire la part des choses, et là, elle est vraiment essentielle. Ce sont des enfants qui, du coup, vont réussir nettement dans des épreuves sollicitant le raisonnement logique, comme similitude, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais qui vont avoir des échecs relatifs dans des épreuves nécessitant l'attention, comme les épreuves de code ou mémoire des chiffres, symboles. Donc, c'est d'autant plus grave, ce trouble de l'attention, c'est des enfants qui, en permanence, se font gronder, punir parce qu'ils sont impulsifs, hyperactifs. Et donc, chez ceux-là, l'effet Pygmalion négatif est souvent très présent parce que ce sont des enfants qui se font énormément punir, qui ne sont absolument pas compris. Et si seule la précocité est diagnostiquée et qu'on n'a pas diagnostiqué le TADA, l'enseignant, même s'il essaye d'appliquer des adaptations scolaires, eh bien, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc cet enfant a un raisonnement encore plus confus que les autres. Je vous ai mis uniquement, alors là c'est un enfant qui a un trouble, qui a un triple trouble, entre guillemets. Excusez-moi, voilà. C'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir quelque chose de vraiment, alors là, très difficile à diagnostiquer. C'est un enfant qui a un triple trouble. Il a une précocité puisque vous voyez que l'item similitude ici est à 16. La moyenne, c'est ici, là, c'est la barre du milieu, la barre en vert. Donc il a 16 en similitude, mais comme il a une précocité, donc, mais comme il a un trouble déficitaire de l'attention, les épreuves de code et tout ce qui fait intervenir les fonctions attentionnelles sont chutées, et de plus, il a une dyspraxie visuospatiale qui plombe encore plus puisqu'il a des épreuves au cube complètement chutées. Et là, si vous calculez le QI total, vous n'avez pas de précocité. D'accord ? Voilà, alors là, je vais passer la... oui, je voulais juste dire quelques mots sur leur sommeil paradoxal, qui est le sommeil la période du cycle de sommeil qui permet d'engranger les informations en mémoire à long terme, qui est beaucoup plus efficace, enfin beaucoup plus actif que pour les autres enfants. Parallèlement, on reparlera des troubles du sommeil parce qu'ils ont, en raison de leur anxiété, souvent des troubles du sommeil associés. Et enfin, ils ont un humour très particulier, souvent 2e ou 3e degré, souvent cinglant, pas toujours bien compris par les camarades ou par les autres. Et on peut souvent, même pour les professeurs, pour beaucoup de personnes, les trouver impertinents, voire caractériels. Donc, je passe
parole à Laure Denarias, qui est neuropsychologue. On va vous parler des particularités cognitives. Oui, merci. Donc effectivement, je suis psychologue cognitiviste, donc psychologue des apprentissages. Je me rapproche beaucoup de la spécialité neuropsychologie. Et donc, je vais vous parler un petit peu plus du versant cognitif. Alors, tout ce qui est cognitif, c'est les fonctions qui permettent de réfléchir, de penser. Donc, on a la mémoire, le langage, la logique, voilà, ce genre de choses, l'attention. Alors, ce qui est très important, oui, ça c'est affiché, c'est bien. Alors, peut-être prendre la décommande. Alors, je vais commencer par le profil. Donc, vous avez bien compris qu'ils ont un profil particulier, ces enfants précoces. Alors, il est très important qu'ils connaissent leur profil. Donc, c'est pour ça qu'on fait passer des tests, différents tests, pour connaître effectivement où sont les points forts, où sont les points faibles, et surtout pour comprendre et accepter leurs différences. Donc, c'est important aussi de souligner qu'ils n'ont pas tout le temps que des points forts, et que même s'ils sont précoces, ils n'ont pas l'obligation d'être parfaits non plus. Ça, c'est important de le souligner. Alors, le profil permettra d'identifier les points forts pour pouvoir s'appuyer dessus. Donc, en général, chez les enfants précoces, les points forts, on l'a déjà un petit peu vu, mais ils ont un sens de l'observation très pertinent et très, très pointu. Ils ont généralement une bonne mémoire, ça peut être en visuel, ça peut être en auditif, ça peut être parfois les deux. Et ils ont aussi un bon raisonnement, donc là encore, avec les mots, avec les images, selon leurs préférences. Et on passera ensuite par ces points forts pour appuyer les apprentissages. Alors, c'est important aussi d'identifier les points faibles. Alors, ces points faibles, ça peut être juste un petit écart par rapport au meilleur score dans la note du WISC, donc le QI. Ça peut être aussi effectivement un gros écart, et donc c'est là qu'on parle aussi de dysynchronie entre les épreuves, entre les indices. Et à ce moment-là, il est très important aussi d'identifier, parce que ça peut être le signe d'un trouble associé, que peut-être on serait passé à côté sans ces tests-là. Et les troubles associés, c'est effectivement très important de les identifier, parce que, donc, alors je vais tout afficher, parce que je ne vais pas le faire dans l'ordre. Donc les troubles associés, parmi les troubles associés, on a les troubles 10, dont on a parlé un petit peu déjà, les troubles TDAH, déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et alors ces troubles-là, s'ils ne sont pas repérés, peuvent mettre l'enfant précoce en difficulté scolaire. Les résultats scolaires ne sont pas à la hauteur de son vrai potentiel, ce qui est évidemment très frustrant, ce qui amène des échecs, un sentiment d'injustice assez important. Et ça peut ensuite amener à des problèmes de comportement en classe, une mauvaise estime de soi. Et donc, ça peut avoir pour conséquence des troubles psycho-affectifs dont on parlera tout à l'heure. Mes collègues psychologues en parleront plus en détail. Donc voilà, il est important de pratiquer ces tests auprès des enfants précoces pour avoir les points forts, pour s'appuyer dessus, et les points faibles, pour pouvoir mieux les aider et éventuellement travailler dessus. Donc les points faibles, on peut travailler dessus auprès de différents professionnels. Ça peut être les orthophonistes si c'est un problème au niveau du langage oral ou écrit. Ça peut être les psychomotriciennes, donc si c'est un problème de motricité, ce qui est souvent le cas chez les enfants précoces, mais je laisserai ma collègue psychomotricienne en parler tout à l'heure plus en détail. Et on peut effectivement aller chez un psychologue cognitiviste ou un neuropsychologue qui vous proposera une remédiation cognitive. Et là, on travaillera plus particulièrement sur les problèmes d'organisation, qui sont souvent fréquents aussi chez les enfants précoces, mais aussi s'il y a des problèmes d'attention, de rêverie, apprendre à focaliser son attention. Alors tout ça, ça se travaille avec des exercices, avec des jeux. Et on travaille aussi sur les stratégies d'apprentissage. Voilà, en s'appuyant toujours sur les points forts et en essayant de contourner les points faibles.
Alors en règle générale, les stratégies d'apprentissage, les techniques qui marchent bien avec les enfants précoces, puisqu'ils ont une pensée arborescente, et là c'est la branche du bas, donc, c'est les cartes mentales. Alors les cartes mentales, en fait, c'est un petit peu sous cette forme-là que notre présentation est faite aussi, hein. Alors on a différents formats, mais ici, cette diapo-là est une carte mentale. Alors c'est très utile pour eux parce que ça correspond à leur pensée arborescente, justement, et en même temps, ça permet de se recentrer régulièrement sur le sujet. Donc on travaille beaucoup cette technique-là avec ces enfants-là en séance de remédiation cognitive. Alors, il faut savoir que cette pensée arborescente et créative, ça leur permet d'avoir des idées et des procédures originales. Et ça, il faut vraiment l'autoriser et l'encourager dans certaines situations. En l'occurrence, pas seulement dans les matières artistiques où la créativité est de mise, évidemment, mais aussi dans les matières logiques, par exemple les mathématiques. Parfois, il peut être intéressant d'essayer d'être créatif au niveau des solutions mathématiques. Donc là, c'est quelque chose où les enfants les enfants précoces sont assez freinés là-dessus dans le domaine scolaire, quand on leur demande un petit peu trop d'avoir des procédures alors qu'ils ont des idées originales. Et finalement, dans cette pensée arborescente et créative, le processus est plus important que le résultat. C'est-à-dire que le résultat, bon, tous les chercheurs procèdent par essai, erreur, et finissent par trouver quelque chose d'intéressant. Mais si on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas apprendre, et en général, on n'aboutit pas à quelque chose de très très innovant, de très très intéressant. Donc voilà, cette pensée créative, arborescente, il faut absolument l'encourager, l'autoriser, permettre le droit à l'erreur. Et puis, effectivement, cette pensée qui peut être un point positif, peut aussi, dans certaines situations, être un point faible, puisque c'est ce qui amène aussi les rêveries, le fait qu'il part dans ses pensées très rapidement, et qui peut se rapprocher d'un trouble TDAH, et donc la limite est très faible entre, voilà, est-ce que c'est une conséquence de cette pensée arborescente, le fait qu'il part dans la rêverie, ou est-ce que c'est vraiment un trouble d'attention. Donc là encore, les tests sont très importants pour savoir tout ça. Alors, par rapport aux efforts, alors là, c'est aussi important de leur apprendre à en fournir des efforts, parce qu'on entend souvent en primaire, c'était facile, bon, j'ai pas trop travaillé, et arriver au collège ou parfois arriver au lycée, ah bah mince, il faut commencer à réviser régulièrement, ça devient un peu plus compliqué, et j'ai pas acquis des méthodes de travail suffisantes. Et donc c'est là parfois qu'on les voit en consultation. Donc il faut apprendre à ces enfants-là à fournir des efforts de manière précoce. Alors ça peut être par plein de moyens, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En particulier aussi se relire. Ça c'est quelque chose, ils rechignent beaucoup, mais c'est très important, donc on insiste beaucoup là-dessus. Et un petit point sur la confiance en soi. Alors en remédiation cognitive, je travaille beaucoup la confiance en soi en leur proposant des défis. Parce que quand on réussit un défi qui était avec un objectif réalisable mais difficile, quand on réussit ce genre de défi, eh ben, on se sent, voilà, la confiance en soi augmente un petit peu, ça stimule la motivation, et c'est souvent par ce biais-là que les enfants précoces arrivent à se motiver pour ce qu'on leur apprend. Et je terminerai sur la curiosité qui là est, et non pas un vilain défaut, mais une très grande qualité chez les enfants précoces. Alors ça peut être problématique pour les adultes, cette fois-ci, parce que effectivement, quand on est enseignant ou parent, on n'a pas envie de dire, je sais pas, ta question est pertinente, mais j'en ai aucune idée. Mais donc, on a parfois un peu peur de ne pas savoir, mais au contraire, c'est très très bien, c'est très positif de dire personne n'est parfait, personne n'est omniscient. Et ce qui sera surtout intéressant,